Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger et commenter le sujet de science du diplôme du brevet session 2023 en série professionnelle. Donc sujet qui est tombé en métropole en juin 2023. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, non pas qu'il était difficile, mais c'est même tout le contraire, il était d'une simplicité navrante. Et non seulement il était d'une simplicité navrante, mais vous le verrez avec mon commentaire, en tout cas vous l'entendrez, qu'en plus de ça, les critères de correction étaient extrêmement gentils. Et donc avoir une bonne note à ce sujet, sur cette épreuve-là, était à la portée d'absolument n'importe qui. Si jamais vous voulez vous entraîner pour passer le brevet, je ne vous conseille absolument pas ce sujet-là, puisque il est tellement facile que ça ne vous permettra pas de savoir si vous avez le niveau pour le brevet ou pas. Sauf si bien sûr il continue à faire des sujets de plus en plus simples, mais ça c'est un autre débat. Donc on commence sur la correction avec la partie physique qui était en premier. Partie physique qui était elle-même composée de deux parties. La première sur un absorbeur d'humidité avec 3 questions. La première question, c'était de préciser les noms et nombres d'atomes de chaque élément chimique présent dans une molécule d'eau. Et on nous donnait la formule H2O. La deuxième question, c'était de donner l'ordre des étapes dans laquelle on doit réaliser une expérience qui permet de tester la présence des ions chlorure dans la solution S. Et la troisième question, c'était de tirer des conclusions de tests qui ont été faits à partir de 2 documents. Donc d'identifier des ions présents dans la solution. Donc on regarde ce qu'il fallait répondre. Alors la première question, composition d'une molécule d'eau, H2O, donc c'est 2 hydrogènes et 1 oxygène. Cette question-là est vraiment illustrative de la simplicité de ce sujet. On vous donne la formule H2O, il faut juste dire qu'il y a 2 hydrogènes et 1 oxygène. Il n'y avait rien de plus. Dire là-dessus, c'est d'une simplicité colossale. Et en plus de ça, au niveau des critères de correction, à partir du moment où vous citiez l'un des deux noms, vous aviez des points. Ce qui en plus facilitait grandement les choses. Normalement, quand vous arrivez en fin de troisième, vous devez connaître la formule de l'eau. Vous devez connaître certains atomes, en l'occurrence l'hydrogène, l'oxygène, aussi le carbone et l'azote que vous êtes susceptible de connaître. Mais voilà, c'est partie des connaissances quand même du chapitre sur les atomes et les molécules. À part quelqu'un qui n'a absolument pas appris son cours, qui a dormi toute l'année, qui n'a jamais rien écouté, question là, aucune difficulté. Pour la deuxième question, pour l'ordre des étapes, il fallait répondre C, B, A et D. Alors pourquoi ? On va reprendre les étapes. Donc classer en premier. Placer un tube à essai propre et sec sur un porte-tube. Bon, bah, c'est un peu évident que on commence l'expérience en prenant un tube à essai. Voilà, et on le place sur le porte-tube. C'est pas un truc qu'on fait en dernier, c'est pas un truc qu'on fait après les autres étapes. Voilà. La B, verser un peu de la solution S dans le tube à essai. Bah oui, forcément, celle-là, elle vient juste après, puisqu'on vient de placer un tube. Donc déjà, ceux qui n'ont pas mis le C avant le B, il y a un problème. Ensuite, ajouter quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent dans la solution S contenue dans le tube à essai. Voilà, vous venez de verser la solution S dans le tube à essai, vous ajoutez quelques gouttes dans le tube à essai qui se tombe dans la solution S. Je veux dire là, encore une fois, je pense, pour les 3 premières étapes, que même quelqu'un qui n'a jamais fait de physique-chimie peut trouver l'ordre des 3 premières étapes. Et si du coup vous trouvez l'ordre des 3 premières, vous trouvez aussi la dernière, puisque c'est la seule qui reste, qui est d'observer si la formation d'un solide. Voilà, que dire de plus cette question-là, il y avait vraiment aucune connaissance, aucune difficulté, il y a juste un tout petit peu de réflexion et encore. Si vous n'avez pas dormi en cours pendant l'année de troisième, c'est quelque chose qui ne doit pas poser de problème.
quant à la dernière question de cette première partie chimie, il fallait trouver qu'il y avait des ions chlorure et des ions calcium, car à chaque fois il y a la formation d'un solide blanc. Alors, pour l'ion chlorure, c'est parce qu'on utilise du nitrate d'argent, donc test au nitrate d'argent, ça vérifie les ions chlorure. Pour les ions calcium, c'était le test à l'oxyde d'ammonium qui indiquait la présence d'ions calcium, donc tout était marqué dans les documents, il suffisait de lire les documents, de regarder le tableau. Voilà, encore une fois, même quelqu'un qui n'aurait absolument pas appris son cours, simplement en lisant les documents, pouvait répondre à cette question-là sans aucun problème. D'autant plus au niveau des critères de correction, à partir du moment où vous identifiez les ions, même si la justification n'était pas très bien, voire même inexistante, vous aviez quand même la quasi-totalité des points. Ce qui est extrêmement généreux, vu la simplicité colossale de cette question-là. On continue avec la deuxième partie sur le déshumidificateur électrique. Donc là, on nous donne encore des documents. On a les questions 4, 5 et 6, donc 3 questions, comme la première partie. Dans la question 4, on nous demande de calculer l'énergie électrique consommée par le déshumidificateur pendant la durée indiquée, qui est de 4 heures. Sachant qu'on nous dit que le déshumidificateur électrique consomme 500 watts, c'est marqué dans le document. Et pas chercher très loin. La question 5, on demande d'indiquer le niveau d'intensité sonore du déshumidificateur électrique. C'est dans le document 3. Et la question 6, on demande de justifier si le déshumidificateur est gênant ou pas dans une pièce de vie comme le salon, la salle à manger ou une cuisine. Et pour ça, on nous donne un 4e document qui donne quelques niveaux d'intensité sonore et le ressenti qui va avec. Donc, pour ces 3 questions, il fallait répondre ceci. Vous l'avez à l'écran. Maintenant, le petit commentaire que j'en ai à faire. Pour la question 4, il fallait calculer l'énergie. 500 watts consommés, la puissance fois le temps. Ça donnait 500 fois 4, ce qui donnait 2000 Wh. Alors, non seulement là, cette question-là est hyper facile puisqu'on vous donnait la formule, on vous donnait les éléments, il y a juste à faire la multiplication, mais en plus de ça, dans les indications de correction officielles, on ne demandait même pas l'unité à la fin. C'est-à-dire que vous pouviez répondre 2000 tartempions et vous aviez tous les points. Si le monde n'est pas génial comme ça, voilà. Quand je disais au début de cette vidéo que c'était navrant de facilité, la question 4, c'en est un exemple. C'est une des questions de physique qui rapportait le plus de points, en l'occurrence 5 points. On avait une multiplication digne d'un niveau école primaire, le tout avec aucune obligation de donner l'unité à la fin, alors qu'elle était donnée dans la question, l'unité, hein, quand même, je tiens à le préciser. La question... on va la remettre. On disait l'énergie électrique, en watts-heure. Donc, je veux dire, voilà, on demande de calculer l'énergie électrique, on dit que c'est en watts-heure, sauf qu'à la fin, dans les critères de correction officielle, on demande même pas l'unité. Donc, c'est vraiment... d'une simplicité énorme, c'est vraiment des points cadeaux. J'insiste vraiment là-dessus. Sur une éval classique en classe, le fait de ne pas mettre l'unité, c'est pénalisé. Dans les programmes, quand vous mettez pas l'unité, c'est clairement un problème. Et là, au brevet, vous mettiez pas l'unité, tout allait bien, il y avait les 5 points. Donc là-dessus, c'est quand même fortement dommage, je trouve, de donner des points cadeaux à ce niveau-là, surtout quand on est sur un sujet qui est d'une extrême simplicité. Je dis pas quand c'est des calculs un peu plus techniques, qu'il y a beaucoup de conversions d'unités, qu'on guide pas trop, que l'unité n'est pas donnée dans la question. Bon, là on peut comprendre que l'élève ne trouve pas forcément la bonne unité. Mais là en l'occurrence, pour un calcul comme ça, 500 x 4,
Ne pas exiger l'unité à la fin, c'était vraiment cadeau. Donc, voilà, j'ai rien de plus à dire. La question 5, on demandait le niveau d'intensité sonore de l'appareil qui était marqué dans le document juste au-dessus, 57 décibels. Alors là, il fallait mettre l'unité, mais l'unité était donnée dans le document. Donc, encore une fois, il suffisait de recopier la réponse qui était donnée juste au-dessus de la question. Je pense que ça se passe de commentaires au niveau facilité. La 6. Seule question, un minimum intéressante du sujet de physique qui demandait un tout petit peu de réflexion. On demandait de dire si l'appareil proposait un bruit gênant ou pas. Alors, elle est un minimum intéressante parce qu'il y avait une réflexion à avoir. On a un niveau sonore de 57 décibels. Sauf que dans le document, on nous dit qu'à 50 décibels, c'est pas gênant et à 60, ça l'est. Donc après, il fallait simplement se positionner. 57 décibels, c'est plus proche de 60 que de 50, donc on part du principe que c'est gênant. Cette question-là aurait pu être super, mais quand on voit les critères de correction officiels, où toutes les réponses étaient acceptées, c'est-à-dire que vous pouviez mettre que c'était gênant ou vous pouviez mettre que c'était pas gênant, ça marchait dans les deux cas. À partir du moment où vous justifiez un minimum, ça marchait. Et encore, en termes de justification, il ne demandait pas grand-chose. Donc, voilà, on avait une question avec un peu de réflexion qui pouvait être un tout petit peu plus dure, mais avec des critères de correction qui étaient navrants de facilité. C'est-à-dire que à peu près tous les élèves qui répondaient quelque chose avec un petit peu de justification avaient les points. Voilà pour la partie physique. Je referai un commentaire global sur la physique et sur le sujet là de façon un peu plus globale en incluant la partie SVT en fin de vidéo. Pour la correction de la physique, on a fait le tour. La partie SVT. Alors, je vais passer beaucoup plus vite puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que je ne suis pas prof de SVT, donc le corrigé a été fait avec l'aide de collègues, donc je ne vais pas le commenter plus que ça, simplement vous donner les éléments de correction qu'il fallait pour le sujet que je suis en train de vous faire défiler devant vous. Donc c'était un sujet partie SVT qui comportait 5 questions. Alors contrairement à la physique, il y avait un peu plus de choses à dire, des réponses un petit peu plus fournies, mais il y avait une question de moins. Donc ça compense un peu en termes de temps, ça fonctionnait. Donc pour la première question qui était, à partir du document, relever 3 menaces que le frelon asiatique représente. Bon, les 3 menaces, c'est menace pour les abeilles, menace pour la biodiversité, en particulier les plantes, ainsi que pour l'homme. Pour la deuxième question, à l'aide du document 2, décrire la répartition du frelon asiatique en France depuis son arrivée accidentelle en 2004, puis ensuite indiquer à partir de quelle année le frelon asiatique a été présent dans le département des Landes. Donc il fallait dire qu'en 2004 il était présent que dans un seul département, puis il s'est répandu dans le sud-ouest, vous pouvez préciser en 2008, puis à l'ensemble de la France à la fin. Et le département des Landes, il y est arrivé en 2008. Pour la question 3, à partir de l'étude du document 3, relever 2 valeurs qui montrent que ce type de piège fonctionne, mais n'est pas spécifique aux frelons asiatiques. Donc le piège, il a capturé 4 frelons asiatiques, donc il fonctionne sur les frelons asiatiques, mais également 27 mouches, du coup il fonctionne aussi sur les mouches, entre autres. Vous pouviez prendre n'importe quelle autre espèce capturée par le piège, ça marchait. L'idée c'était surtout de montrer qu'il y avait des frelons asiatiques capturés, mais également d'autres insectes capturés. Pour la question 4, à partir des documents 3 et 4, montrer que les solutions apportées ne sont pas sans conséquences sur la biodiversité. Donc le piège capture d'autres insectes, ça on vient de le voir, c'est donc une conséquence sur la biodiversité, tandis que l'insecticide, qui était présenté dans l'autre document, peut affecter les oiseaux. Donc ça c'était dit dans le document, donc s'il affecte les oiseaux, c'est pas sans conséquence.
Enfin, la dernière question, à partir de l'ensemble des documents et de vos connaissances, montrez quel peut être l'impact de l'être humain sur la biodiversité. Donc là, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être apportées en termes de réponses. Les quelques éléments que vous pouviez mettre, c'est en particulier l'introduction de nouvelles espèces comme le frelon asiatique. Ça, c'était incontournable puisque le sujet portait là-dessus. Puis à l'aide des connaissances, vous pouviez parler la disparition d'espèces par la chasse, la pêche, la destruction des milieux, le réchauffement climatique, enfin tout ce qui peut arriver. Et vous pouviez parler aussi du fait que l'homme crée des zones favorables à la biodiversité. Donc voilà pour la partie SVT et pour ce sujet d'une façon générale. Je terminerai par un dernier commentaire, comme je vous l'ai dit, sur la facilité de ce sujet. En particulier dans la partie physique, il y avait vraiment aucun piège. Tout était donné dans les documents, il y avait quasiment aucune connaissance à mobiliser. C'est vraiment le sujet sur lequel perdre des points était très difficile. À partir du moment où vous faisiez les questions, en prenant un minimum le temps de lire les documents, de bien regarder ce qu'on vous demandait, il y avait vraiment aucun risque de se tromper. Dit vraiment, pour vous entraîner, ceux d'entre vous qui regarderont cette vidéo, pour vous entraîner sur le brevet des prochaines années, ce n'est pas le meilleur sujet d'entraînement parce qu'il est vraiment très 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 simple. Je veux dire voilà, ça me laisse un peu sans voix, autant de simplicité. Donc on va pas s'éterniser sur le sujet. Je dirais juste que c'est un peu navrant quand même, je le redis, parce que le cursus au lycée, en particulier pour les filières qui ont de la physique-chimie, c'est-à-dire les filières industrielles en bac pro, ce qui est demandé en physique demande quand même un petit peu plus poussé que le niveau qu'on propose au brevet, donc c'est pas forcément une bonne préparation ni un bon signal à envoyer. Même ce qui est fait en CAP, les exigences de CAP sont nettement plus importantes que ce qui a été demandé sur ce sujet. Je parle vraiment des prérequis pour commencer, que ce soit pour commencer un bac pro ou un CAP. Les prérequis sont plus élevés que ce qui était demandé sur ce sujet de brevet. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ceci va conclure cette correction. Je veux dire voilà, si jamais vous la regardez, une dernière fois, c'est pas le meilleur sujet d'entraînement. Après, si vous le faites en complément d'autres sujets, pourquoi pas. Mais si vous ne faites qu'un seul sujet, ne faites pas celui-là. Faites-en un autre pour vous entraîner efficacement pour passer le brevet dans de bonnes conditions. Parce qu'il n'est pas impossible que dans les années prochaines, et ça serait souhaitable, le sujet soit un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué, pour être plus en phase avec ce que le programme demande. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Même sur un sujet facile, il peut y avoir des questions, ça n'empêche pas. Et sinon, je vous dis à bientôt.